Bonsoir Atta. Bonsoir Lucrèce. D'abord les titres du journal ce soir. Une protection civile plus solide grâce au soutien de la Russie. La coopération entre Yaoundé et Moscou porte des fruits avec la remise d'équipements de pointe pour renforcer la prévention et la prise en charge des cas d'urgence. Lutte contre Boko Haram, les actions, les décisions et l'offensive des États de l'Afrique centrale saluées par les élites de l'extrême nord et les populations. Elles disent retrouver le sommeil perdu grâce à la vaillance des forces de défense renforcées par les pays amis. Affaire de la jeune étudiante de 20 ans assassinée à Soie le mois dernier. Un suspect vient d'être appréhendé par les éléments de la police judiciaire du centre. Le présumé tueur en série appartient à un gang de braqueurs spécialisés dans les activités criminelles dans la capitale Yaoundé. Voilà pour les titres du journal. Et en ouverture de ce journal, la décision de la Fédération de Russie d'aider le Cameroun à faire face à l'afflux des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est Cameroun. Le sujet était au menu de l'audience que le Premier ministre Philémon Yan a accordé au vice-ministre russe de la protection civile et des situations d'urgence, Yuri Brashnikov. L'émissaire russe a dit toutes les bonnes dispositions de son pays à appuyer le Cameroun dans la prévention et la prise en charge des urgences. Jean-Pierre Diana pour les détails. Accompagné par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, le vice-ministre russe des situations d'urgence et de la protection civile est venu réaffirmer au Premier ministre Philémon Yan les bonnes dispositions de son pays à aider le nôtre à faire face à l'afflux des réfugiés à l'Est Cameroun. Pour Yuri Brashnikov, cette assistance consiste essentiellement en la fourniture d'équipements divers, de véhicules et d'aides alimentaires pour ces réfugiés centrafricains qui fuient l'instabilité dans leur pays. Mais au-delà, l'assistance russe devra se déployer dans les domaines de la formation des personnels camerounais, notamment les pompiers. C'est à l'effet, dit-il, de renforcer leur capacité à faire face à des situations d'urgence. Parlant très sommairement de l'autre situation d'urgence que le Cameroun vit dans l'extrême nord du pays, du fait des exactions de la secte islamiste Boko Haram, le vice-ministre russe a laissé entendre que son gouvernement va prendre cela en compte, mais que pour le moment, ce sont les réfugiés de l'Est Cameroun qui sont concernés par l'assistance de son gouvernement. Protection civile au Cameroun, l'appui russe se confirme donc. Des équipements et du matériel visant à renforcer les capacités opérationnelles de la protection civile ont été offerts ce vendredi à notre pays par la Fédération de Russie. À la manœuvre, le vice-ministre russe des situations d'urgence, Yuri Brashnikov, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, Vladimir Koujnikov. C'était à l'hôtel de ville de Yaoundé. En recevant le don, le ministre camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation a dit toute la gratitude du Cameroun. Pour René Manuel Sadi, notre pays a désormais de quoi affronter certaines catastrophes. Françoise Coquitues, reportage. Les soldats du feu étaient en première ligne à l'hôtel de ville de Yaoundé lors de la cérémonie de remise de dons en équipement et assistance humanitaire. Camions pompiers, générateurs d'énergie, tentes et autres purificateurs d'eau devraient leur permettre d'exercer au mieux leur mission de protection civile. C'est un peu l'aboutissement de ces contacts que nous essayons de réceptionner aujourd'hui. Nous avons évoqué avec le vice-ministre russe deux projets importants. Il s'agit de la construction au Cameroun d'un centre sous-régional de protection civile. Nous avons également le projet de construction d'un entrepôt qui va contenir des équipements et tout ce qui sera nécessaire pour des réponses d'urgence en cas de catastrophe. L'aide, portée par le vice-ministre russe des situations d'urgence, comprend également des vivres arrivés au Cameroun par cargo aérien. Tout un programme. Et ce n'est pas tout. À donner la pêche, ça c'est mieux que donner le poisson. Dans quelques situations, il faut vraiment donner le poisson. Quand il s'agit d'urgence, la Russie est disposée d'assister au Cameroun. Ce projet prévoit l'installation de centres de formation des spécialistes et équiper les classes interactives qui permettent de pratiquer l'éducation à la distance. Le don de la Fédération de Russie au Cameroun s'élève à près
près de 4 milliards de francs CFA. C'est avec beaucoup de joie que la décision de mobiliser 50 milliards de francs CFA dans la lutte contre Boko Haram a été accueillie dans la région de l'extrême nord. Résolution prise à l'issue de la session extraordinaire du COPAX à Yaoundé. Ces populations dont les exactions répétées de Boko Haram avaient fini par faire perdre le sommeil disent retrouver peu à peu la sérénité, réconfortées par les renforts militaires des pays amis et de la sous-région. Reportage à Marois, Aladji Mustafa. Voir le phénomène Boko Haram complètement éradiqué dans l'extrême nord, c'est le vœu le plus cher des populations de cette région qui partagent une frontière terrestre avec le Nigeria. Et pour vaincre Boko Haram, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, réunis en session extraordinaire à Yaoundé, ont décidé entre autres de mobiliser 50 milliards de francs CFA, des hommes et du matériel. Une décision saluée par l'élite locale. Nous étions très contents de ces résolutions et nous remercions les chefs de l'État qui a toujours le souci de ces populations et surtout celles de l'extrême nord. Et je suis très contente de 50 milliards pour lutter contre Boko Haram et de 8700 militaires qui seront déployés sur le terrain. Actuellement, avec l'arrivée de nos frères tchadiens, nous commençons déjà à bien dormir. Et vraiment, je remercie son Excellence Idriss Déby qui a vraiment très vite répondu à l'appel de son Excellence Paul Biya. Si aujourd'hui l'Afrique se réveille pour venir en aide à elle-même, vraiment ce n'est qu'encourageant. Un avis partagé aussi par l'opposition. Il faut saluer ce talent de solidarité, n'est-ce pas, qui a commencé en Afrique centrale. Il faut penser aussi au réseau d'enseignement. Parce que là, on a pensé tout simplement à déployer les forces de défense, mais je pense que nous aurons besoin, n'est-ce pas, de la collaboration dans le renseignement. L'autre chose qu'il faudra faire, c'est la misère, la précarité dans laquelle, n'est-ce pas, nos populations sont plongées, qu'il faut aussi essayer de régler. La région de l'extrême nord, faut-il le rappeler, est la principale victime de la barbarie de Boko Haram qui pille, brûle et tue sur son passage. Une situation qui a plombé les activités économiques de cette partie du Cameroun. Depuis un certain temps, nous avions développé des échanges commerciaux avec certains partenaires du Nigeria, pays vers lequel nous exportions une partie de notre production. Maintenant, ces exportations ne sont plus possibles du fait de la situation qui prévaut et l'entreprise en souffre énormément à l'image de tous les autres opérateurs économiques de la région. En attendant, les comités de vigilance sont réactivés dans plusieurs localités de l'extrême nord. La population, quant à elle, reste plus que par le passé mobilisée derrière l'armée qui combat avec honneur et fidélité le Boko Haram. Face à la presse hier, le ministre de la Communication a fait le point sur la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale tenue ici même à Yaoundé et son rôle déterminant dans le combat contre le terrorisme. Issa Tiroma Bakari a également parlé des exigences de la communication en temps de guerre. Le ministre de la Communication a invité les médias à jouer leur partition dans la lutte contre Boko Haram. Voici un extrait du point de presse du Minkom. Chers amis journalistes, je voudrais à présent m'adresser à vous de façon spécifique pour vous féliciter et vous encourager dans la voie que vous avez choisie et qui est celle de votre engagement citoyen et républicain auprès du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, et de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain de combat. Mais à ceux d'entre vous qui semblent encore persister dans des voies dissonantes et contraires à cette union sacrée pour le salut de la République, je leur demande une fois de plus de ne pas se tromper de combat et de reprendre raison pour se joindre à l'ensemble de la nation camerounaise dans sa lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l'obscurantisme idéologique. Je signale toujours au plan communicationnel que des médias nationaux et internationaux ont effectué récemment de nombreux reportages sur la zone opérationnelle de l'extrême nord soumise aux attaques répétées du groupe terroriste, notamment
dans les localités de Amchidé, Kerawa, Kolofata, Fotokol, Mabas, Mokolo, Minaosa et Waza. À cet effet, une logistique conséquente a été mise à leur disposition par les autorités militaires. Dans la suite du journal des vœux de Nouvel An au chef de l'état-major de l'armée de terre, la cérémonie s'est déroulée ce vendredi sur fond d'appel à la vigilance et à la remobilisation des troupes. Ce moment de communion entre le général de division Baba Soulé et ses collaborateurs intervient dans un contexte où ce corps d'armée est au front à la fois à l'est et à l'extrême nord du pays, question de défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Aussi, le chef d'état-major de l'armée de terre a-t-il invité ses troupes à faire preuve de plus de discipline et de professionnalisme pour des victoires encore plus retentissantes. Pierre Evimbe, reportage. Une minute de silence aux soldats camerounais morts au front en défendant les couleurs. C'était l'entame de la cérémonie de présentation de vœux au chef d'état-major de l'armée de terre. Moment idoine pour faire le point entre le général Baba Soulé et ses troupes dans un contexte où, plus que jamais, l'armée de terre est interpellée sur les deux fronts de l'Est et de l'extrême nord. Nous nous félicitons parce que nos camarades qui sont au front font face avec bravoure et détermination à l'ennemi. Il faut les encourager. La guerre c'est fait pour nous. Et l'armée de terre est faite pour s'engager au sol ou près du sol en hélicoptère. Et doit connaître son environnement, c'est-à-dire le terrain, parce que le premier ennemi du combattant, c'est le terrain. Une armée professionnelle et disciplinée, voilà ce que le haut commandement attend de ses soldats pour plus d'efficacité face à un adversaire qui multiplie les tactiques. Nous avons choisi, où que nous soyons, de mourir pour la patrie. Je vous demande de retenir bien cela. Tout le monde est susceptible d'aller au combat. Ça veut dire que la défense de notre pays, c'est une défense populaire. Donc nous sommes les premiers à précéder la population. L'armée de terre salue les efforts consentis par le très haut commandement dans l'amélioration des conditions de travail et d'équipement. Désormais, l'on est à l'ère d'un soldat, une arme, pour que jamais le genou de l'armée de terre ne foule le sol. L'Union européenne fait passer son aide humanitaire au Cameroun du simple au double. 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA supplémentaires, sont accordés au Cameroun en réponse aux besoins humanitaires croissants occasionnés par le nombre grandissant de réfugiés en provenance du Nigeria vers la région de l'extrême nord. La révélation est du directeur des opérations de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission civile en visite de travail au Cameroun. Jean-Louis de Brouvet donnait une conférence de presse ce jour à Yaoundé en présence de l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun. C'est un reportage de GNB. Les besoins sans cesse croissants, occasionnés par le nombre toujours grandissant des réfugiés en provenance du Nigeria vers la région de l'extrême nord, ainsi que la situation nutritionnelle qui se détériore pour les populations résidant dans cette partie du pays, ont poussé la Commission européenne à réagir. Nous allons pratiquement doubler dès maintenant notre aide humanitaire. Nous avions prévu en début d'exercice budgétaire une aide humanitaire à hauteur d'un montant de 4 millions d'euros. Nous allons la monter à 7 millions d'euros. Ce montant sera déjà insuffisant pour faire face à l'ampleur des besoins et nous examinerons dès que possible le moyen d'augmenter encore davantage cette aide. Je vous rappelle qu'elle avait été d'à peu près 10 millions d'euros pour l'exercice 2014. Ces efforts, bien que considérables, ne suffisent pas à combler tous les besoins sur le terrain. Le directeur des opérations de l'aide humanitaire à la Commission européenne annonce le renforcement de la présence physique de la structure qui dirige à Yaoundé dans les tout prochains jours, en reconnaissance des efforts du Cameroun comme terre légendaire d'hospitalité.
Ce que je retiens, l'engagement fort et la vision claire des autorités et du gouvernement camerounais à l'égard de cette situation. Le Cameroun a toujours pratiqué une politique de frontières ouvertes, ce qui est appréciable compte tenu de la charge qui en découle pour lui et pour ses populations. Il a veillé à ce que le statut de réfugié soit octroyé aux personnes déplacées sur son territoire. L'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, Françoise Collet, et Jean-Louis de Brouwer se sont montrés disposés à accorder des moyens supplémentaires au Cameroun si l'urgence se fait sentir. Mais leur ardent souhait que la paix et la sérénité reviennent le plus tôt dans notre pays. La grande famille médicale camerounaise s'enrichit de nouveaux arrivants, 16 opticiens, 58 assistants de santé communautaire et 183 sages-femmes ont reçu leur diplôme de fin de formation ce jour à Yaoundé. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Santé publique a prescrit aux lauréats professionnalisme et diligence dans la prise en charge des malades. Des sages-femmes, il est attendu une réelle contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Lucie Coletta-Voulou. Ces lauréats sont issus des toutes premières promotions des écoles d'opticiens, d'assistants de santé communautaire et de sages-femmes formés au Cameroun. Conscient que nous sommes la première promotion des opticiens réfractionnistes au Cameroun et en Afrique centrale, nous nous attellerons à bien faire déjà les examens de vue pour lesquels nous avons été formés et à monter les lunettes afin de promouvoir la vue. Notre rôle est d'assurer l'interface entre la communauté et les services de santé. Sur le terrain, nous faisons la sensibilisation, la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Depuis 24 ans, le Cameroun n'avait plus formé de sages-femmes. L'ouverture de la filière intervient à point nommé. Notre rôle sera de réduire la mortalité maternelle et morbidité infantile. Et parce que la sage-femme est véritablement un maillon essentiel dans les formations sanitaires, un recrutement spécial à la fonction publique est prévu dans les prochains jours. C'est un grand pas que le Cameroun réalise dans le domaine sanitaire en termes de qualification du personnel. Et nous nous réjouissons de la décision forte prise par le chef de l'État, à savoir recruter l'ensemble des sages-femmes et médecins formés dans notre pays, dans la fonction publique. Une volonté politique qui contribuera à coup sûr à réduire la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Santé toujours, commémoration de la 8e journée internationale des maladies rares. Ce sera le 28 février prochain. En prélude à l'événement, l'association de lutte contre les maladies rares et le handicap organise depuis ce vendredi une série d'activités. Ces activités s'articulent autour d'une campagne de dépistage et de prise en charge des maladies rares et handicap. Une conférence sur ces affections et un cross-country sont prévus ici à Yaoundé. Dans la suite du journal, une formation professionnelle pour les jeunes au métier de la géotechnique, cette science qui étudie l'adaptation des ouvrages humains au sol et roches formant le terrain naturel. Pour ce faire, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et le laboratoire national de génie civil ont signé ce vendredi une convention de partenariat. C'était ici, à Yaoundé. Une action qui rentre en droite ligne des missions du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, à savoir établir des liens de coopération avec les secteurs publics et privés. Plus de précisions avec Karine Olivier Amit. Signature de documents, poignée de main, échange de parapheurs, ça y est, le laboratoire national de génie civil et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle sont désormais liés. Grâce à ce partenariat, les jeunes Camerounais peuvent désormais bénéficier de formations dans les métiers de la géotechnique à des coûts abordables. Nous assistons plusieurs métiers dans ce secteur uniquement. Le défi que nous avons avec les grandes infrastructures nous avons actuellement, nous avons besoin de cette formation-là. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, les personnes qui vont
avant qu'ils ne soient même d'ici, ils ont tout déjà du service. La convention porte entre autres sur l'identification des besoins de formation, l'accompagnement à la formation initiale et continue des formateurs et la reconnaissance des acquis de l'expérience des travailleurs du champ de la géotechnique. Une convention qui arrive à point nommé au moment où le Cameroun est engagé dans la construction de grands projets. Ce contexte impose la nécessité de la formation du capital humain. Le Labogénie compte désormais parmi les partenaires du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La convention est valable 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Fin de parcours pour un présumé tueur en série, celui-là même de ses propres aveux qui avait ôté la vie à une jeune étudiante, Laetitia Singwa-Ounana, en janvier dernier, non loin de la municipalité où elle logeait à Soie. Mbarga Amogo Joël, 24 ans, vient d'être appréhendé par les éléments de la police judiciaire du centre. L'individu a avoué aux policiers qu'il avait étranglé l'infortuné de ses propres mains. Avec lui aux arrêts, d'autres malfaiteurs, 5 exactement, spécialisés dans le braquage et d'autres activités, coupeurs de route en l'occurrence. Serge Atanganabiso pour les détails. Lui, c'est Joël l'étrangleur, qui pense pouvoir s'en tirer en plaidant une démence passagère. Ce qu'il prétend avoir fait sans le contrôle de lui est pourtant trop grave. Ses mains, disons-le ainsi, ont tué pour rien. Elles ont étranglé Laetitia Onana le 6 janvier 2015, le jour de son anniversaire. C'est d'ailleurs en vue d'organiser une teuf, comme disent les jeunes, une surprise partie de circonstances, que l'étudiante, le soir de ses 20 ans, se retrouve seule, isolée sur le sentier de sa minicité. Elle va faire cette mauvaise rencontre. Joël Mbarga Mougou va la traîner dans les fourrés, l'étrangler une première fois, lui prendre son téléphone et son sac et faire mine de s'en aller, avant de constater que sa victime gigote encore. Joël revient sur ses pas et finit le travail. L'étrangleur vient encore de frapper. Sa dernière copine est portée disparue depuis plus de 6 mois. On soupçonne un autre meurtre de sang-froid. Les limiers de la police judiciaire du centre l'ont pisté et retrouvé parce qu'il est allé loin dans le cynisme. Bien que morte déjà, et surtout du fait qu'il ait fait chou blanc dans l'exploration du sac de sa victime, Joël l'étrangleur va tenter d'obtenir une rançon du petit ami de Laetitia, 75 000 francs. De tout ça, ce récidiviste ira s'expliquer devant le juge. Des premiers aveux l'ont déjà confondu devant les flics, sur la base des 51 puces en sa possession et 3 téléphones, dont celui de Laetitia. Les couteaux, poignards, armes à feu artisanales et machettes sont plutôt pour une partie la propriété de ces 2 présumés braqueurs dont le pignon pointait dans les rues de Messassi, Emana, Olembe, Omnisport, ainsi que ces 3 coupeurs de la route de Nangaï-Boko, Nkolo Melanga, Afana Tchala et Ekouda. Ils sont en route pour Kondengui avec escale au tribunal. Religion, ils étaient nombreux dans les églises ce vendredi, les fidèles qui ont pris part au premier chemin de croix du Carême 2015. Le chemin de croix étant une manière pour les chrétiens de revisiter l'itinéraire suivi par le Christ pendant sa passion du lieu de sa condamnation à sa mort sur la croix au Golgotha. Au total, la passion du Christ est un enseignement spirituel à l'homme qui doit savoir que la vie est jalonnée essentiellement d'épreuves qu'il faut traverser. C'est cela aussi porter sa croix à la suite du Christ. Pierre Binambarga. Il est rapporté dans certains documents de l'Église que la croix de Jésus mesurait, tenez-vous bien, 4,50 m et la poutre transversale 2,40 m. Ce poids énorme pesait pendant tout le trajet du prétoire au calvaire. Il est toujours révélé
que sur l'épaule du Christ se formait une plaie douloureuse qui a dû beaucoup faire souffrir Jésus. Le chemin de croix, cet acte de piété qui se vit pleinement durant le temps du carême, temps favorable, moment du salut, aide le chrétien à être conforté, consolé dans ses peines. À l'occasion du premier chemin de croix du carême 2015, les fidèles bien pieux sont venus en nombre à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Vous savez ce que veut dire le chemin de croix. Dieu est mort pour nous et nous venons pour lui dire merci, que nous allons tout faire pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Le chemin de croix est donc une manière pour les chrétiens de revivre les souffrances que Jésus a subies. Seulement, l'enseignement de l'Église révèle bien que le chemin de croix ne saurait être un sacrement. Nous avons plus tendance à voir un engouement populaire autour du chemin de croix, oubliant qu'il n'est pas un sacrement en soi, mais un tremplin pour nous aider à mieux vivre notre foi chrétienne, à mieux nous convertir. En allant au chemin de croix, les chrétiens prient le Seigneur Jésus en suivant le chemin qu'il a conduit au calvaire pour y mourir. Les dévots chrétiens comprennent mieux ce qu'est le péché que Jésus portait à leur place dans sa chair et dans son cœur. Une belle leçon d'amour. De la réclame dans ce journal, les cités SIC font leur toilette. La Société immobilière du Cameroun a récemment lancé un programme de réhabilitation de ses habitations. Il s'agit d'une opération conjointe SIC, État du Cameroun, de plus de 300 millions de francs CFA. À refaire donc la peinture des bâtiments, l'électricité, l'aménagement des cages d'escalier, des espaces verts et des parkings. La remise à neuf commence à Yaoundé par le camp SIC Mendong et à Douala par Bonamou Sadi. Plus de détails dans ce public reportage. Pour des yeux inexperts comme pour les esprits chagrins, ce n'est rien tout ça. Juste quelques seaux de peinture, évacuation de quelques eaux usées, tuyauterie, désherbage, enlèvement des épaves de voitures et ravalement tant des façades des immeubles que des cages d'escalier. Il y en a là pourtant pour plusieurs millions de francs CFA. 335 101 683 francs exactement, que la SIC, Société immobilière du Cameroun, débourse pour plonger ces cités dans un véritable bain de jouvence. On a déjà commencé à Mendong. À la cité, on va faire à peu près 30 immeubles. Ici, on a déjà fait 18. À Messa, je pense on va faire 10. Et Bastos 4. 92 immeubles répartis dans 7 cités SIC des deux villes de Yaoundé et Douala constituent l'objet de ce grand chantier d'entretien. Des cités emblématiques comme Mendong à Yaoundé, Bonamou Sadi à Douala ont déjà reçu la visite des nettoyeurs. L'opération est découpée en deux. L'œil de la caméra a pu rattraper les derniers clichés de la première phase, lancée en novembre 2014 et qui s'achève ce mois de février. Dans la seconde, d'autres noms, non moins emblématiques comme la Cité Verte, Grand Messa ou Cité Koto à Douala, seront le centre du même type d'intérêt. Le message que je veux passer à l'endroit des résidents de la SIC, c'est qu'ils nous aident à garder ces bâtiments propres. Ces terrains vagues où les enfants courent et crient entre les immeubles à longueur de journée et où on devinait qu'ils avaient certainement été destinés à de beaux espaces verts de détente avec bancs publics, il en sera désormais ainsi. Pour qu'on ne vienne plus à la SIC en attendant construire la maison de ses rêves. Les cités seront déjà ça. Un espace où il fait bon vivre. Et ça, ce n'est pas un rêve. Et la Basket 2015 se prépare. Le tournoi qualificatif couplé de la zone 4, groupe F, a débuté cet après-midi au Palais des Sports de Yaoundé. Le Gabon, la RDC et la Guinée ont désisté. Seul le Congo-Brazzaville a répondu présent. Les Congolais se sont inclinés face aux Camerounais sur le score de 84 à 69, compte rendu avec Monique Félicité. Entrée en scène réussie des Lions indomptables du ballon orange. Les poulains du coach Louis Tsungi ont imposé la loi du domicile dans ce match aller face au Diable Rouge du Congo. Un début de match très difficile entre ces deux adversaires qui se connaissent très bien. Porté par le capitaine Gaston Essengue, la sélection camerounaise remporte en tout 3 cartons sur 4 et gagne le duel avec 12 points d'écart. On ne t'est pas lâché.
Et ils ont pris avantage dès le premier quart-temps. Ils sont mis en confiance et puis il a vraiment fallu qu'en deuxième mi-temps on revienne un peu plus fort et on commence à jouer le basket qu'on connaît, que le Cameroun joue le plus souvent. Mes joueurs ont commencé un peu avec un stress par rapport au fait qu'ils jouent à domicile. Et vous savez que j'ai sélectionné plusieurs joueurs qui n'ont jamais défendu les couleurs au Cameroun. Donc on a fait une préparation avec beaucoup d'agressivité en défense. Comme l'a dit Gaston, c'est la marque un peu du Cameroun. Et ça fonctionnait bien à l'entraînement dans les matchs amicaux. Et là, je n'ai pas reconnu mon équipe les deux premiers quart-temps, c'est clair. Les Lions ont préparé ces éliminatoires avec 4 regroupements. Ce dimanche 16h, ils devront se montrer plus conquérants et réitérer leur exploit pour décrocher leur qualification pour l'Afro-Basket et les Jeux africains prévus dans les prochains mois. Demain, on va essayer de travailler. Et dimanche, quand on revient, ça va être une autre face. Ça, je peux vous l'assurer que ça va être une autre face. Et on sait que l'adversaire va compétir, mais nous sommes sûrs qu'on aura un plus beau basket et un basket plus dominant et plus compétitif. Cette campagne éliminatoire donne le temps du grand événement qui se prépare au Palais des Sports au mois de septembre prochain. Il s'agit de l'Afro-Basket Dames qui se disputera pour la toute première fois au Cameroun. Qui met un terme aux 20h30 de ce soir. Avant de refermer totalement ce journal, cette note: l'émission télévisée de langue anglaise Press Hour présentée sur la CRTV Télévision par Josh et Bonquin vient d'être primée comme meilleur programme télévisé de l'année 2014 par le Guardian Post. Ce journal, ce choix découle selon les organisateurs de la pertinence des sujets mais également de la qualité des intervenants. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée Lucrèce, bonne soirée Inch'Allah, à demain. On se retrouve demain, est-ce qu'il sera à 20h30. Mesdames, Messieurs, restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent.